Ça y est, la phase de groupe de l'Euro est terminée et nous allons entrer dès ce soir dans la seconde phase, la phase à élimination directe. Alors vous avez peut-être pu apprécier la confirmation de l'Italie, la domination de la Belgique ou la mainmise des Pays-Bas sur leurs groupes respectifs. Et j'ai choisi dans cette vidéo de faire un premier bilan, donc à l'issue de cette première phase. Alors en plusieurs étapes, d'abord je vais distribuer les bons et les mauvais points, mais on va surtout s'attacher aux mauvais points parce qu'il y en a eu dans ce début d'Euro. Et puis comme la vidéo sur les pronostics en phase de groupe, je vais vous donner mes pronostics pour cette phase à élimination directe. Mais avant d'aller plus loin, vous le savez les amis, pensez à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour être alerté des sorties de chacune de mes vidéos, une sortie de vidéo tous les samedis matins. Et puis vous pouvez également me suivre sur mon Instagram pour être tenu au courant dans la semaine du thème de la vidéo qui sortira le week-end suivant et pour y découvrir pas mal de contenu en story sur l'actualité du football. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors effectivement, nous allons parler des bonnes choses qu'il y a pu avoir dans cet Euro et surtout des mauvaises et de mon avis sur celle-ci. Et je vous laisse donc découvrir mes pronostics pour la phase à élimination directe. N'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire en dessous pour que nous puissions partager à ce sujet et voir qui aura le meilleur jugement. Allez, installez-vous confortablement, on y va. Alors, tout d'abord, je voulais dresser un carton rouge, véritablement un carton rouge sur un aspect du règlement, le hors-jeu. Vous avez pu le voir, certainement, ça m'horripile les règles de hors-jeu qui ont été édictées lors de cet Euro. Et pour deux aspects. Le premier est la durée qu'il faut maintenant attendre pour savoir si un joueur est hors-jeu ou non. Vous avez pu le voir sur le but de Mbappé, notamment contre l'Allemagne, un but refusé pour position de hors-jeu. Il a fallu attendre la fin de sa course, ses dribbles et qu'il mette la balle au fond du but pour qu'il soit simplement signalé hors-jeu. C'est incompréhensible. En tous les cas, si on peut le comprendre, la logique derrière veut que l'action se déroule jusqu'à son terme pour plus qu'il y ait de doute quand on signale un joueur hors jeu ou non, et à ce moment-là on fait référence à la VAR, on utilise ce moyen pour juger s'il y a but ou non, mais à ce moment-là on décrédibilise l'arbitre puisque la machine vient prendre finalement la décision à la place de l'arbitre. À terme, ne va-t-on pas sur une perte de compétence des arbitres ? Il faut maintenant quasi systématiquement que l'arbitre ait confirmation par la VAR de sa bonne décision. Et c'est la raison pour laquelle on laisse une action se dérouler jusqu'à son terme. Personnellement, je trouve ça nul. Voilà, c'est dit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tous les cas, je préférais quand un arbitre se mouillait un peu et quand l'arbitre assistant décidait du hors-jeu au moment où le joueur était en position d'hors-jeu avant d'aller plus loin dans l'action. C'est une évolution malheureusement qu'on peut penser logique avec l'émergence de la VAR et je ne pense pas qu'on fera machine arrière pour que cette dernière puisse être utilisée. Le deuxième aspect de cette règle du hors-jeu pour qui je dresse un carton rouge est la position de hors-jeu qui est sifflée lors de cet Euro. On l'a vu encore dans le match Belgique-Finlande. Lukaku a été désigné en position de hors-jeu après un but. Position de hors-jeu très litigieuse, il était hors-jeu de 2 doigts de pied. Si Lukaku avait chaussé une pointure de moins, il n'aurait certainement pas été hors-jeu. La VAR en a décidé autrement. Je trouve ça complètement contre la beauté du jeu et très dommageable pour le foot. En effet, ça ne favorise pas l'offensive. Et je vous renvoie aux travaux d'Arsène Wenger actuellement. Vous savez peut-être ou pas qu'il travaille maintenant pour la FIFA dans l'amélioration des règles du jeu. Eh bien, une de ses idées est qu'il n'y ait pas hors-jeu aussi longtemps qu'une partie du corps du joueur avec laquelle il peut marquer est sur la même ligne que le défenseur. Concrètement, ça voudrait dire qu'un joueur dont le pied d'appui est encore sur la même ligne que le défenseur alors que le reste de son corps
est en avant de ce défenseur, eh bien il serait encore en jeu et il ne serait pas déclaré hors jeu. C'est une piste intéressante, je trouve, à creuser. En tous les cas, quand je vois le hors-jeu sur Lukaku, je trouve ça vraiment dommage qu'on puisse refuser un but pour 2 doigts de pied. Allez, maintenant, les cartons jaunes. Un premier carton jaune, et ça vous le savez peut-être si vous me suivez, en tout cas c'est très personnel, je ne comprends toujours pas pourquoi cet Euro a été organisé dans plusieurs pays européens. Je trouve ça très dommage pour l'ambiance et la communion au sein d'un même pays d'une compétition d'une telle ampleur. J'ajouterai aussi que ce n'est pas la même chose de faire 3 matchs par plus de 30 degrés à Budapest par exemple que faire 3 matchs à 22, 23 degrés à Londres. Les organismes ne réagissent pas de la même façon, la fraîcheur ne s'en ressentira pas de la même manière à travers de toutes les équipes engagées dans le tournoi. Et sur le même ordre d'idées, on ne peut pas garantir la même fraîcheur dans l'équipe quand on a des déplacements à travers toute l'Europe par rapport à une autre équipe qui joue tous ses matchs sur le même lieu. Je pense qu'il y a une inéquité en termes de conditions d'exercice au travers de cet Euro également. Pour ma part, donc, carton jaune à cette organisation. Le deuxième carton jaune concerne les mains. Alors là, il y a une nouvelle règle pendant cet Euro qui stipule que le contact entre le ballon et le corps du joueur, en tous les cas son avant-bras et sa main, ne constitue plus nécessairement une infraction. Le règlement s'attarde en effet sur la notion d'augmenter artificiellement la surface de son corps pour savoir s'il y a une main ou non. Et ben moi je trouve ça très ambigu. Avant nous avions un règlement qui déterminait s'il y avait main ou pas main. Aujourd'hui la liberté est laissée aux arbitres et on peut du coup tomber dans quelque chose de très arbitraire. Il faut que l'arbitre juge la régularité de la position du bras ou de la main et je pense qu'il va y avoir des cas très litigieux à venir sur cette règle très floue et sujette à interprétation. Allez, quelques bons points également puisqu'il y en a eu, et le premier, je le décernerai à l'Italie qui confirme sa succession de matchs sans défaite. Ils en sont à leur 30e match sans aucune défaite et il faut savoir que c'est la première sélection de l'histoire de l'Euro à passer la phase de groupe sans avoir encaissé le moindre but. Bravo à eux. Le deuxième bon point, je le décernerai au Danemark, ce sont un peu les chouchous, ils sont devenus par la force des choses et des événements qui se sont déroulés, ce sont devenus un peu les chouchous de la compétition. Si vous m'avez suivi, je vous avais dit qu'ils seraient là au second tour et que ça pouvait être un outsider intéressant. Eh bien, un bon point à eux parce que malgré ce qui leur est arrivé, eh bien, on les retrouve au second tour et ils ont su renverser la vapeur avec une très belle détermination, un beau jeu et une force offensive à surveiller. C'est une des équipes qui a le plus tiré au but de cette phase de groupe. Passons maintenant aux résultats de ce premier tour. Et vous vous souvenez certainement de ça, vous donnez les prédictions. Voilà, si vous le connaissez, surtout ne suivez pas ses pronostics. Oui, il a pas tort. Headshot. Eh bien, il faut dire que j'étais pas trop mal quand même. Il faut savoir que j'ai donné l'ordre exact du classement du groupe B et du groupe C. J'avais aussi indiqué dans le groupe A que l'Italie terminerait en tête du groupe, mais je me suis un peu planté en donnant la dernière place au Pays de Galles alors qu'ils ont fini second et qu'ils se sont qualifiés. Allez, qui m'a suivi et a gagné à Paris en Sport ces derniers temps? Vous pouvez prendre contact avec moi pour les remerciements. Bon, c'est vrai que pour le reste des groupes, j'étais un peu moyen. J'avais fait sortir l'Angleterre en tête dans le groupe D, c'est effectivement le cas, mais je me suis planté pour les suivants, puisque l'Écosse ne s'est même pas qualifiée alors que je les avais mis second dans ce groupe-là, et que la Croatie, que j'avais placée dernier, s'est révélée être bon second. Pour le groupe E, j'avais un peu sous-estimé la Suède qui a fini premier, je l'avais indiqué en 3e position, et la Pologne que j'avais vu remporter le groupe a fini bon dernier. L'Espagne, elle, a fini second, place que je lui avais affectée.
Et enfin, pour le groupe de la mort, eh bien, j'en avais bien situé 2 sur 4, puisque la France a bien remporté le groupe, la Hongrie a bien fini en dernière position, mais j'avais inversé la position entre l'Allemagne et le Portugal. J'avais cité le Portugal en deuxième position et l'Allemagne en troisième, et finalement, c'est l'Allemagne qui a fini second et le Portugal troisième, même si jusqu'aux dernières minutes, il y avait du suspense dans ce groupe, hein. Allez, passons maintenant au pronostic pour ce tableau final et j'attends les vôtres, hein, surtout en commentaire pour que nous puissions en débattre. Je vais prendre mon petit support pour l'occasion. Merci à Intermarché pour ce joli calendrier. Je ne sais pas si vous voyez correctement ici. Bref, très pratique. Alors, nous retrouvons en huitième de finale une première opposition entre le Pays de Galles et le Danemark. Vous le savez, hein, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Je trouve que le Danemark peut être un sérieux outsider dans cette compétition. Ils se sont extirpés du groupe et je les vois aller un peu plus loin. Je les ferai donc passer en quart de finale. Le Danemark qu'il faudra surveiller en termes d'attaque, hein, j'en ai parlé, une des équipes qui tire le plus au but. La deuxième opposition entre les Pays-Bas et la République tchèque. Les Pays-Bas, on les attendait, ils sont là, ils ont remporté leur groupe, ils se retrouvent en huitième de finale. Je dirais que c'est normal. La République tchèque a été un peu plus poussif et s'est qualifié en étant troisième de son groupe. Un groupe qui pouvait être assez relevé, hein, sur le papier avec l'Angleterre et la Croatie également. Mais je mettrai une pièce sur les Pays-Bas qui passerait du coup en quart de finale. Ensuite, nous avons la Suède et l'Ukraine. La Suède, surprenante, je dirais, même s'ils avaient du potentiel. L'Ukraine a eu chaud, hein, ils auraient pu laisser leur place à la Slovaquie, mais la Slovaquie s'est fait complètement écraser par l'Espagne et n'a pas du tout joué son dernier match. Ils étaient complètement amorphes et tant pis pour eux. Ils se sont pris un 5-0, leur goal average a complètement chuté et l'Ukraine s'est retrouvée meilleure troisième parmi les meilleurs troisièmes avec 3 points. Comme aurait pu avoir la Slovaquie. C'est donc l'Ukraine qu'on a retrouvé ici. Bon, à leur crédit, ils ont perdu, hein, dans les matchs qu'ils ont perdus, c'était à chaque fois par un but d'écart, ce qui leur a permis d'avoir un goal average pas trop défavorable. Mais je verrai passer la Suède qu'on pourrait retrouver en quart de finale. Une des plus belles oppositions de ces huitièmes de finale est l'Angleterre face à l'Allemagne. Alors même si de cœur je préférerais que les Anglais passent, je trouve que l'Allemagne a montré un très bon niveau de jeu et même si on les a vus dans le dur contre la Hongrie, on a vu que les Hongrois pouvaient proposer une opposition assez rugueuse et avec un bloc défensif qui faisait déjouer les adversaires. Les Allemands se sont extirpés du groupe et je pense que derrière, avec une équipe comme l'Angleterre, ils pourront déployer un jeu un peu plus en phase avec leur tactique et du coup je verrai tout de même les Allemands passer en quart de finale. Croatie-Espagne peut être une belle affiche également. Les Espagnols pourraient développer un jeu qui progresserait au fur et à mesure des matchs comme on semble le voir, hein, sur ce début d'Euro et je les verrai passer la Croatie même si je pense que ce sera un match âprement disputé. France-Suisse, alors naturellement je verrai la France passer, hein, ils devraient pouvoir s'extirper du piège suisse, je dirais assez facilement même si le mot est peut-être employé de manière un peu forte. Belgique-Portugal, je pense qu'après Angleterre-Allemagne, ce sera la deuxième grosse affiche de ces huitièmes de finale. Le champion d'Europe en titre, qui ne va pas conserver sa couronne, puisque je dirais que ce sera la Belgique qui passera en quart de finale avec une très bonne attaque. Je l'ai déjà souligné, à surveiller, hein, l'attaque des Belges également, mais donc on retrouverait les Belges en quart de finale. Et puis Italie-Autriche, l'Italie devrait continuer sur sa série avec une opposition également un peu en deçà de son niveau. Les Autrichiens qui ont fini tout de même deuxième de leur groupe, mais qui ne devrait pas être un trop grand problème pour l'Italie qu'on retrouverait donc en quart de finale. Ce qui nous donnerait en quart de finale une opposition entre le Danemark et les Pays-Bas. Et pour le coup, je verrai les Danois se stopper là, bien que ce soit l'outsider. Pour moi, je verrai les Pays-Bas
poursuivre et aller en demi-finale. Ensuite, nous verrons l'opposition entre la Suède et l'Allemagne en quart de finale. Là aussi, les Allemands devraient pouvoir s'extirper de ce piège-là et rejoindre les Pays-Bas en demi-finale. De l'autre côté du tableau, il y aurait une opposition entre l'Espagne et la France, en espérant que la France puisse passer et réussir à hausser son niveau de jeu pour atteindre celui de l'Espagne. Et puis finalement, la Belgique et l'Italie. Eh bien, ça va être très intéressant. Je pense qu'ils ont un niveau de jeu assez équivalent. La véritable première grosse opposition pour l'Italie, qui va avoir beaucoup de mal face à la Belgique. Mais je verrai les Italiens passer et stopper là la fougue des Belges. Donc, pour les deux demi-finales, une première demi-finale entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Et je mettrai une pièce ici sur les Pays-Bas qu'on retrouverait en finale face à la France qui devrait pouvoir battre l'Italie, on l'espère, et je vous donnerai comme pronostic une finale Pays-Bas-France dans cette Euro 2020 avec une victoire finale, on l'espère, des Français. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, exprimez-vous en commentaire comme je l'ai indiqué, je suis curieux de savoir. On verra bien si mes prédictions sont justes au fur et à mesure de cette deuxième partie du tournoi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, puisque ce sera tout pour celle-ci. N'hésitez pas à laisser un pouce si elle vous a plu, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis.